Super Docteur, c'est le podcast des médecins généralistes. Le podcast qui vous transmet les recommandations de bonnes pratiques et les résultats des grandes études qui vont changer vos habitudes. Super Docteur, c'est la découverte de méthodes de soins innovantes et des interviews de soignants inspirants qui boosteront votre motivation. Un contenu court et pratique chaque semaine pour tous les médecins. Bonjour à tous et bienvenue sur Super Docteur. Dans cet épisode, nous allons explorer une approche profondément humaine et innovante du soin, la médecine narrative. Cette discipline enrichissante cherche en effet à placer les histoires personnelles des patients au cœur du processus de soin, offrant ainsi une perspective plus complète et plus empathique de notre pratique médicale. Pour nous guider à travers les subtilités de cette approche, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Solène Blanchin qui est médecin généraliste, chef de clinique et notamment enseignante en médecine narrative. Notre consoeur va nous partager la manière dont cette méthode influence positivement la relation de soins et comment elle peut améliorer non seulement la compréhension des pathologies, mais surtout la communication avec nos patients. Solène Blanchin nous expliquera également comment les médecins peuvent se former à la médecine narrative et l'intégrer efficacement dans leur pratique. Bienvenue Solène et merci de me rejoindre aujourd'hui pour éclairer ce sujet fascinant. Bonjour Mathieu et merci de m'avoir invité. Solène, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est la médecine narrative ? Oui, alors la médecine narrative, c'est une discipline qui a une petite vingtaine d'années maintenant, qui a pour objectif d'améliorer l'écoute des soignants, du récit de vie des patients. Donc ça vient de la littérature. On va utiliser des récits de littérature et de l'écriture pour nous permettre d'améliorer notre attention envers les récits de vie des patients. Ok, donc à ce que j'ai compris, c'est vraiment la conjonction entre la littérature et la médecine, c'est ça ? Oui, c'est ça. Après, il y a depuis plusieurs siècles déjà eu des enseignements littérature et médecine dans les facs de médecine, mais là, c'est une discipline nouvelle parce que il y a des ateliers en fait qui sont bien décrits et une méthode pédagogique rigoureuse derrière. Donc ça s'adresse principalement aux soignants, aux médecins, pas directement aux patients. Oui, c'est ça. Pour l'instant, ça a été développé aux États-Unis essentiellement auprès des soignants et ça arrive en France. Il y aura peut-être dans la suite des années à venir des développements auprès des patients, mais pour l'instant, c'est vraiment dédié aux soignants pour améliorer leur prise en charge des patients. Très bien. Et quels sont les principaux objectifs de la médecine narrative ? En quoi elle est pertinente pour les soignants d'un côté et j'imagine en retour pour leurs propres patients ? Alors, donc, ça a été étudié et on a montré que les soignants qui pratiquent régulièrement la médecine narrative, ils ont une amélioration de leur empathie envers les patients et ils peuvent mieux se mettre à leur place et ils améliorent aussi leur réflexivité sur leur pratique. Donc, ils peuvent mieux prendre du recul, analyser leur pratique et mieux anticiper les prochaines situations. Et puis, il y a quelque chose dont on a tous besoin en tant que soignants, c'est que ça nous permet de prendre soin de nous. Voilà, parce que dans les ateliers, on va pouvoir passer par l'écriture pour accepter nos émotions et partager avec nos pairs des situations qui peuvent être difficiles. Très bien. Et est-ce que le fait de pratiquer la médecine narrative, donc ça se pratique dans une pédagogie qui est assez codifiée, dont toi tu es enseignante, tu vas m'expliquer après comment ça se passe, un atelier de médecine narrative. Les soignants, les étudiants et les médecins que tu formes suivent ce cursus. Est-ce que ça influence leurs décisions auprès de leurs patients ? Alors, c'est une très bonne question et c'est ce qui m'intéresse en plus en ce moment. Ça n'a pas encore été étudié. C'est compliqué à étudier ça. En tout cas, ce que je peux déjà dire, c'est que quand on demande aux soignants quel est leur vécu des ateliers de médecine narrative, ils parlent de leur créativité et du fait que développer leur créativité, ça leur permet de mieux appréhender les situations où ils sont dans l'incertitude. Donc ça, c'est une grande question parce qu'au final, quand on finit une consultation, en général, on a pris une décision, mais on est toujours un peu dans l'incertitude. Mais avec la médecine narrative, on apprend à développer cette créativité pour co-construire avec notre patient et peut-être penser à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé parce que c'est pas forcément décrit, c'est pas forcément une case dans un arbre diagnostique.
Ok, donc ça permet la créativité et la gestion de l'incertitude, la gestion du doute pour un médecin. Oui, Je t'ai écouté dans un podcast et j'ai cru comprendre que tu avais hésité à une époque entre des études littéraires et des études médicales, c'est ça? oui. Ok. Et j'imagine que, tu vas me dire si je me trompe, mais que la découverte de la médecine narrative et ton enseignement, ça t'a permis de conjuguer tes deux intérêts? Oui, vraiment, moi j'ai été en souffrance dans mes études de médecine euh, et je pense que j'avais perdu justement cette part de moi assez créative et artistique. Et je pense que c'est nécessaire pour soigner de prendre soin de ces parts-là de nous-mêmes pour être aussi dans un bon sens, travailler notre intuition et notre contact avec les autres. C'est primordial et c'est fascinant. Et tu m'as dit que la médecine narrative, ça datait d'il y a une vingtaine d'années. Je crois que c'est Rita Sharon à l'université de Columbia qui a initié cette pratique. Euh, Est-ce que il y a des études scientifiques, des publications qui montrent que c'est efficace? Oui, alors effectivement, ça a été créé par Rita Sharon, qui est docteur en littérature et docteur en médecine. Donc, elle a eu le temps de développer une équipe, puisqu'elle a commencé à créer le concept dans les années 2000. Donc, il y a pas mal de publications qui sont sorties de l'Université de Columbia. Et il y a également eu une revue de la littérature euh, internationale. Donc, on a pu voir que c'était essentiellement aux États-Unis, au Canada, mais aussi en Asie, voilà, en Chine, à Taïwan, ils font de la médecine narrative. Et cette revue de la littérature, qui recense 36 enseignements quand même, montre que il y a pour la plupart des enseignements ce modèle pédagogique en 3 phases que j'ai pas explicité encore, mais voilà, c'est en fait une première phase de lecture, puis une deuxième d'écriture et une troisième phase de partage des écrits. Et en fait, donc ça c'est assez codifié et on peut ensuite évaluer l'impact sur les participants et on montre qu'il y a une amélioration de leur empathie. Alors c'est toujours difficile à étudier, mais il y a des échelles d'empathie. Et sinon, il y a aussi toutes les méthodes qualitatives qui nous permettent de faire émerger le vécu des participants et voir qu'est-ce qu'ils en retirent. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se passe, un de tes ateliers? Oui, alors il y a une toute première partie théorique, mais très rapide, parce que j'aime bien plonger directement dans la pratique avec les participants. C'est comme ça qu'ils comprennent le mieux qu'est-ce que ça fait la médecine narrative. Et donc, quand on plonge dans l'atelier, en première partie, on a une lecture attentive d'un support que j'apporte. C'est assez varié, ça peut être un roman autobiographique ou de la fiction, donc une autobiographie de médecin ou de patient. En général, tous les supports que j'apporte ont un lien avec le soin. Ça peut aussi être de la poésie ou des BD. Il y a de plus en plus de BD qui parlent de maladies, de récits de patients. Et puis, ça peut être aussi des extraits de cinéma, par exemple. Donc, il y a différents supports possibles, mais là, l'intérêt, c'est vraiment de tous porter notre attention sur qu'est-ce qui est raconté dans cette œuvre. Donc, on en discute, et puis ensuite, il y a une deuxième partie où j'invite les participants à écrire. Je leur donne une consigne d'écriture, et en général, ils ont peu de temps pour écrire. Ils ont 5 minutes ou 10 ou 15 minutes maximum. Ça permet de se plonger vraiment dans l'écriture sans trop réfléchir, d'avoir une écriture assez intuitive. Et là, en général, c'est des consignes qui peuvent être réflexives, où je vais leur demander, par exemple, de raconter une situation où ils ont été mal à l'aise avec un patient, ou une situation de silence avec un patient. Et puis, ça peut être des consignes d'écriture vraiment qui vont vers la fiction, où on a lu, par exemple, un texte de patient, et je leur demande de poursuivre le texte en se mettant à la place de ce patient. Ou encore, ça peut être aussi des choses un peu humoristiques ou décalées. Je peux leur demander de raconter une consultation qu'ils ont vécue, mais du point de vue d'un objet, de l'écran d'ordinateur, par exemple. Voilà. En tout cas, il y a toujours un lien entre l'œuvre vue en première partie et puis cette écriture qui vient ensuite. Et en dernière partie, je leur propose de partager leurs écrits. Donc là, c'est toujours volontaire, il n'y a pas d'obligation, mais en général, il y a vraiment un climat de, de, de confidentialité et bienveillant qui se met en place. Donc les partages des écrits se font et là, c'est très riche parce qu'il y a des résonances entre les gens.
Excellent. Donc, il y a une première phase de lecture, ensuite une phase d'écriture personnelle et éventuellement une phase de partage. Ça a l'air du coup hyper créatif. J'imagine qu'il y a plein de soignants qui sont pas du tout habitués à ce genre de choses. Est-ce qu'on peut se tromper? Merci, très bonne question. Donc ça, je le dis dans ma partie théorique, il y a pas d'erreur possible. Et en général, je dis qu'une consigne d'écriture est faite pour être détournée. Voilà, donc parfois j'ai des hors-sujets et souvent les Hmm. Italiens sont des gens qui ont été très scolaires et c'est aussi très libérateur de leur montrer que c'est OK. Fantastique. Et comment tes confrères perçoivent ton activité, ton enseignement en médecine narrative? Quelle est la vision que portent nos confrères sur cette discipline? Alors, ça apporte, enfin ça attire, ils sont curieux et je pense qu'on est de plus en plus, les soignants d'aujourd'hui, pour une approche centrée patient. Mhm. Donc, souvent, ils ont envie de comprendre mieux comment ça se pratique et puis s'intéresser à l'histoire de vie des gens, ça parle, quand même beaucoup, à mes confrères. Donc c'est assez positif? Oui, 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 c'est plutôt positif. Il reste juste la question de comment se former. Pour l'instant, il y a peu de diplômes ou de formations continues disponibles, donc souvent ça reste une curiosité, mais derrière, ils trouvent pas vraiment d'endroit où se former. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment se former à la médecine narrative? Est-ce que tu es au courant des différents DU qu'il y a déjà disponibles? Oui, il y a le diplôme universitaire de Bordeaux qui est mené par Isabelle Galichon. Qui est de Donc là, bonne qualité, je crois, ouais. oui, c'est ça, ça fait 3 ans qu'il existe. J'ai fait la première promo. Et oui, il y a vraiment des intervenants de très grande qualité et ça ouvre vraiment les champs sur plein de disciplines philosophiques, éthiques, historiques. Et il y a de la pratique aussi, des ateliers, une partie pédagogique aussi. Donc oui, oui, c'est très riche. Donc il y a celui de Bordeaux. Est-ce que tu sais s'il y en a d'autres? Oui, il y a le certificat universitaire de Paris-Cergy Ok. qui existe depuis quelques années, je crois, depuis 3 ans aussi, et qui est mené par Anne-Marie Petitjean. Où là, c'est plus de la pratique dans mon souvenir, parce que je l'ai fait il y a un peu plus longtemps. Voilà. Très bien. Et pour ceux qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas commencer un cursus universitaire, est-ce que tu aurais des ressources pour nos confrères généralistes qui sont déjà en train de bosser, qui sont déjà au cabinet, qui sont curieux de cette discipline? Par quoi on commence? Est-ce qu'on peut lire des choses? Est-ce qu'on peut voir des films, des documentaires dessus? Oui, alors bah déjà ce que tu fais aujourd'hui, Mathieu, merci parce que ça permet d'expliciter un peu ce que c'est avec un format simple. Euh, Il y a le livre de Rita Sharon, Principes et pratiques en médecine narrative, qui est un livre assez conséquent, mais qui décrit bien toutes les origines de la médecine narrative et les ateliers aussi en pratique. Il y en a deux, je crois, de Rita Sharon. Ça, c'est le premier. Elle en a fait un deuxième. Non, c'est le deuxième que j'ai cité parce qu'il est plus clair et précis que le premier. Ouais. Ok, c'est celui que j'ai lu qui m'a fasciné. Et c'est un gros bouquin, Oui, 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 ça. plusieurs gros chapitres, mais moi, ça m'a vraiment fasciné. Ça m'a vraiment mis le doigt dedans. Ouais. C'est vraiment fascinant. En fait, c'est une discipline qui est à la limite de la philosophie. D'ailleurs, elle cite beaucoup la phénoménologie et l'intersubjectivité. C'est un livre qui peut paraître un peu technique, mais quand on outrepasse les termes un peu grandiloquents, philosophiques, on peut le lire très simplement et comprendre très facilement de quoi il s'agit. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai eue. Oui, oui, bien sûr. En tout cas, c'est sûr que c'est un premier pas. Après, pour rentrer dans la pratique, sans s'engager tout de suite dans un diplôme universitaire, Isabelle Galichon propose des séances mensuelles qui sont disponibles en ligne. Donc, Où je ça? peux partager ça. Ouais. C'est via l'université de Bordeaux et c'est enfin des ateliers en visio. Ok. Et qui sont disponibles gratuitement? Oui, complètement. Fantastique. Tu pourras m'envoyer le lien, que je le mette dans les notes de l'épisode? Oui, oui, bien sûr. Ok, donc on a commencé à lire le bouquin de Rita Sharon, peut-être les confs de Madame Galichon, quel est son prénom, pardon? Oui, c'est ça, Isabelle Galichon. Isabelle Galichon. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou déjà on est assez armé là-dessus?
Il y a d'autres choses dans ma tête, Ouais. qui n'existent pas encore, mais oui, j'ai créé une association avec un groupe de soignants, chercheurs, enseignants, étudiants, et là on organise un festival à Montpellier où on va parler de comment prendre soin de soi, des autres, notamment avec la médecine narrative, mais aussi communication non violente, méditation. Et avec cette association, on aimerait proposer les dimanches soirs des ateliers en ligne où on va proposer ces pratiques-là. C'est dédié aux étudiants en santé. Pour le coup, on a vraiment envie d'aller vers les plus jeunes. Et ce sera gratuit aussi, du coup. Excellent. Et donc, c'est Ikairos, ton association. C'est ça. Ok. Solène, comment un médecin peut commencer à intégrer la médecine narrative dans sa pratique sans avoir une formation préalable, sans avoir forcément lu des livres? Est-ce que c'est possible? Oui, alors pour moi, l'intégration dans la pratique, elle se fait plus via une transformation de soi quand on pratique en atelier. Mais effectivement, s'il n'y a pas d'atelier là disponible, déjà, je peux conseiller à nos collègues de lire parce que on entraîne notre attention et quand on écoute les patients, ils nous racontent aussi des histoires, donc on apprend à mieux les écouter. Et puis peut-être à écrire, même si c'est pas toujours quelque chose de facile. Moi, j'ai un carnet au cabinet et j'essaye d'écrire après les consultations qui m'ont un peu contractée. Même juste 2 phrases, des sensations que j'ai. Voilà. Après, il y a d'autres exercices qui peuvent se faire. On peut écrire en se mettant à la place d'un patient qu'on a vu, si on comprend pas très bien ce qui s'est joué dans cette consultation, pour essayer de mieux peut-être débloquer la situation. Voilà. Donc, lire, écrire pour développer son attention aux histoires de nos patients. Oui. Et puis comprendre aussi ce qui se joue dans nos ressentis quand on est en situation de soin. Ok. Si je devais résumer ce que j'ai appris de ma toute petite expérience complètement en amateur de la médecine narrative, c'est que moi qui adore la littérature, j'adore les personnages de romans, et d'ailleurs je considère qu'un bon roman c'est un bon personnage, même si l'histoire est pas forcément passionnante, c'est l'introspection et l'intersubjectivité entre les personnages qui prévaut pour moi dans un bon livre, mais c'est mon avis complètement subjectif. Et du coup, en ayant découvert cette médecine narrative, je me suis mis à considérer mes patients comme des personnages de romans. Donc, je m'imagine que c'est un personnage d'une histoire qui est la sienne, une histoire extraordinaire qui est sa propre vie. Et en ayant ce changement de posture, en imaginant mes patients comme des personnages de leur propre roman, ça donne une saveur et une acuité particulière à leurs histoires. Est-ce que c'est ça, la médecine narrative? Oui, je pense que tu as vraiment touché quelque chose de très profond et qui se passe dans les ateliers et dans le soin. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, j'ai relu des commentaires, des interviews que j'avais fait avec mes étudiants pour comprendre qu'est-ce que ça leur apportait la médecine narrative. Et tu vois, j'en ai noté une. J'ai pas pris beaucoup de notes, mais j'ai juste noté ça. Donc je vais vous le partager. C'est une citation d'un étudiant, d'un interne en médecine, qui avait dit: «La médecine narrative permet de porter un vrai intérêt à la vie des gens, comme un écrivain peut glaner des récits de vie pour en faire matière à la création.» Waouh! C'est exactement ça, tout est dit. Ouais. Fantastique. Ça permet de développer une acuité pour qu'on s'intéresse à nos patients. Exactement. Et c'est beaucoup plus enrichissant au final. Moi, je sens beaucoup de plus en plus que je me nourris aussi des personnes que je rencontre au cabinet et que c'est pas seulement moi qui donne dans le soin. Et je pense que ça peut vraiment nous protéger de l'épuisement professionnel aussi de voir ça comme ça. Complètement. Tu connais le mouvement Slow Medicine? Non, pas du tout. Je ferai un épisode là-dessus. C'est Victoria Sweet, une médecin et une docteure en histoire américaine, qui a écrit le bouquin qui s'appelle Slow Medicine. Alors, il n'est pas traduit, il est en anglais. Et elle est l'initiatrice de ce mouvement, de ce qu'on peut traduire par la médecine lente. Ça vient, tu sais, du mouvement de la slow food, Oui. qui s'est un petit peu répandu à d'autres disciplines, notamment la médecine.
Et, euh, et elle décrit très bien cette notion d'apprentissage, non seulement du médecin pour son patient, mais aussi du médecin par son patient. On s'apprend mutuellement des choses, et notamment l'histoire des pathologies, notamment des maladies chroniques. Elle ne peut s'apprendre qu'en écoutant les patients. Il n'y a pas d'autre méthode que d'écouter attentivement les histoires des gens pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Solène, je sais que c'est une question un peu compliquée, mais est-ce que tu aurais un exemple d'une de tes consultations de médecine générale, du coup, dans lequel la médecine narrative t'a servi, ou du moins dont tu t'es servi des outils pour t'aider dans cette consultation? Oui. Alors, c'est une question difficile, effectivement, parce que je pense que ça me sert dans chacune de mes consultations, parce que ça change quelque chose dans ma posture, dans mon écoute, et ça va être des manières d'être dans le non-verbal aussi, euh, peut-être physiquement, où je vais laisser beaucoup d'espace à la personne, en laissant beaucoup de silence, et en étant attentive aux mots qui parfois passent inaperçus, ou aux métaphores qu'ils peuvent employer. Mmh. Rebondir sur ces mots-là ou ces métaphores, parfois ça permet d'ouvrir une fenêtre qu'on n'avait pas ouverte. Et en fait, si on l'avait pas ouverte, on serait passé complètement à côté du motif profond de la consultation. Et peut-être que je peux te donner un exemple. Hier, j'ai vu un jeune papa qui venait pour une douleur de gorge. Donc bon voilà, on pourrait dire la classique consultation de médecine générale, même si je pense que c'est toujours beaucoup plus complexe que ça. Et, euh, et puis j'aurais pu très bien me centrer sur sa douleur de gorge en faisant un interrogatoire classique avec des questions fermées et puis finir ça en 10 minutes. Mais en fait, voilà, il a évoqué sa petite fille à un moment et j'ai rebondi dessus. Et en fait, là, il s'est ouvert voilà, un épuisement parental avec un nourrisson qui faisait passer nuit, etc. Et le traitement, la prise en charge a été complètement différente. Le mal de gorge est devenu vraiment quelque chose de pas très important en fait. Très bien. Et puis c'est se demander pourquoi le patient a utilisé tel terme plutôt qu'un autre, pourquoi il a utilisé une métaphore, pourquoi il a employé ce terme avec ce ton, avec ces silences, pour savoir de quoi il s'agit véritablement. Est-ce que tu aurais, pour terminer, Solène, un conseil à partager à nos confrères pour employer les outils de la médecine narrative dans leur consultation dès demain matin au cabinet? Alors, un conseil que j'aime bien donner, qui s'applique plutôt si vous avez des nouveaux patients, donc peut-être aux personnes qui commencent leur pratique, euh, qui est de poser la question aux personnes que vous rencontrez pour la première fois, leur dire: «Je vais être votre médecin traitant et donc dites-moi, tout ce que vous pensez être important sur votre histoire de vie». Au lieu de demander alors, est-ce que vous avez déjà été hospitalisé? Est-ce que vous avez déjà été opéré? Voilà. Et en fait, c'est pas du tout les mêmes réponses qu'on va avoir. Et il y a des patients qui vont commencer par parler du décès de leur animal domestique ou de la naissance de leur premier enfant. Voilà. Très intéressant. Et le professeur Imbert, avec qui j'ai pu passer un long moment sur ce podcast, m'a dit qu'il disait à toutes ses consultations, à tous ses patients, il leur demandait: racontez-moi les coups durs que vous avez eus dans votre vie. Alors la liste peut être longue, hein. Mm. Faut avoir du temps devant soi, mais c'est vrai que ça permet de lever le voile sur plein de choses en fait. Oui, il y a un travail qui a été fait, j'ai plus le nom là, mais j'avais assisté au congrès de la médecine générale à un travail justement sur 5 questions. En fait, demander aux patients: nommez-moi 5 événements de votre vie qui ont été importants. Et donc cette étude, elle est encore en cours, il va y avoir quelque chose derrière, mais et c'était très intéressant de voir au final, nous on pense que ce qui a été important, c'est ce qu'on cherche dans les antécédents, mais parfois c'est totalement autre chose en fait. Et ça va jouer bien sûr sur les pathologies qui vont se développer. C'est super intéressant. Est-ce que tu souhaites qu'on te retrouve quelque part sur les réseaux ou je ne sais où pour suivre ton travail, ton cursus ou ton association? Oui, je suis sur Instagram
Et l'association, c'est Ikairos, qui est sur Facebook et Instagram aussi. Je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Je te remercie infiniment, Solène, c'était super intéressant. Et puis, j'espère que j'aurai le plaisir de te revoir un de ces quatre. Merci beaucoup, Mathieu. À bientôt. Salut, Solène. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Si tu veux me laisser une note de 5 étoiles sur ton application, ça m'aiderait aussi beaucoup. Tu peux également rejoindre la newsletter afin de recevoir une fois par mois un mail dans lequel je te transmets plein de contenu pour la médecine générale. Enfin, tu peux participer financièrement sur la cagnotte Tipeee. Toutes les ressources sont dans les notes de cet épisode. À bientôt!